Lundi 3 avril, Yorana, je suis heureuse de vous retrouver ce lundi soir. Voici les titres de ce journal. L'euthanasie ou le suicide assisté peut être autorisé sur le territoire. Les Polynésiens sont mitigés, vous allez l'entendre. Les élections territoriales vues par la presse écrite, ce sera dans notre page spéciale. Pour ses représentants, le clivage autonomie et indépendance persiste et masque les réelles priorités. Nous en parlerons avec nos invités. René Temeharo, 10e de liste dans la première section pour le Tapurahuir Atira, et Motire Huara, tête de liste de la section des Tuamotu Ouest pour Heyoura l'hiver. Et enfin, il a pédalé de la Manche à la mer de Chine pour lever des fonds en faveur de la sauvegarde des récifs. Son appel aux dons, lancé sur une plateforme de financement participatif, a rencontré le succès escompté. Charles Steinmiller nous raconte son aventure à la fin de ce journal. Mais d'abord, ce déchaînement de violence à Bora Bora, cela s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche. À l'issue d'un bal organisé à Veitapé, plusieurs personnes alcoolisées se sont violemment battues. Une des victimes a dû être évacuée à Tahiti pour un traumatisme crânien qui lui vaut 21 jours d'interruption temporaire de travail. Ce déchaînement de violence rappelle le triste événement survenu en 2015. Dans la nuit du 13 au 14 septembre, Sandy et la Côte avaient été mortellement agressés. Des attitudes dénoncées par l'adjointe au maire en charge de la jeunesse. Il répond à Tamatea Terorotua. J'ai appris la nouvelle ce matin qu'il s'est passé encore des mouvements avec des jeunes. Vraiment, c'est pas bien pour notre fénon, quoi. Hein. Et avec ces mouvements-là, ça perturbe carrément nos jeunes. Et c'est pas que ce week-end, les week-ends précédents, c'était déjà passé. Et je pense que les éléments déclenchés, c'est toujours les mêmes personnes. On a mis en place des associations de quartier, il y a des référents par quartier. Il faut vraiment retourner à l'essentiel, d'aller voir ces jeunes en personne. Hein. Peut-être c'est ça les solutions, de leur bien parler et chercher le pourquoi, le comment on arrive à ce niveau-là. J'ai un pincement au cœur par rapport à ce qui s'est passé hier. Pour ces jeunes, eh ben, voilà. C'est à nous à voir. Et nous, les jeunes qui m'entendent en ce moment, ben, voilà, regardez ce qui se passe, mais il faut bien réfléchir. Hein. Et les tensions se sont poursuivies cet après-midi au centre-ville. Il semblerait que l'un des responsables de ces actes de violence avait pour objectif de s'excuser auprès de la famille, mais la tension est montée d'un cran. Tamatea Terorotua, vous êtes notre correspondant sur place. Que s'est-il passé à Veitapé en fin de journée? Bonsoir Ayata, bonsoir à tous. Crainte, doute, peur, sans doute, de la part des familles qui logent dans la ville de Veitapé suite à la rencontre de grande bagarre qui s'était déroulée hier en tout cas et qui a fait une victime qui est actuellement en réanimation à l'hôpital de Taoné. Cet après-midi encore, peut-être vengeance de la part de la famille de la victime, les cousins plus précisément, ont voulu également venir provoquer la rencontre avec les agresseurs dénommés. Certes, cet après-midi, en fin d'après-midi, une foule de jeunes qui se sont rassemblés dans le quartier de Tipoto. Ils étaient à plus de 600, en tout cas jusqu'à il y a quelques minutes, grâce aux forces de l'ordre, la gendarmerie nationale et la police municipale qui ont tout essayé pour calmer justement la situation. Et à l'heure où l'on se rencontre, les agresseurs présumés ont été recueillis par la gendarmerie afin de les protéger sans doute et surtout de faire mener l'enquête. La famille du jeune homme qui a été évacué hier nuit appelle justement à la paix. C'est ce dont on va retenir ce soir en tout cas. Ça fait beaucoup de peur et beaucoup de discussions dans les quartiers ce soir. Toutefois, la municipalité de Bora Bora, en partenariat avec les associations de quartier qui œuvrent en faveur de la jeunesse, tente à trouver des solutions pour provoquer la cohésion et la solidarité entre ces jeunes des quartiers plus ou moins défavorisés, si ce n'est que cela. En tout cas, triste pour la famille qui a son fils unique à l'hôpital et une vengeance qui s'est apaisée grâce aux interventions
l'intervention des forces de l'ordre ce soir. En tout cas, le calme est revenu à l'heure où l'on se rencontre et c'est tant mieux, Ayata. Merci beaucoup, Tamatea Terurotua, pour ce point en direct depuis la Perle du Pacifique. Et dans l'Hexagone, un ancien militaire d'origine polynésienne a été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir causé la mort d'un homme lors d'un stage de survie en forêt durant l'été 2020. À 2 ans de prison ferme, plus de 268 000 francs d'amende et une interdiction définitive d'organiser des stages de survie. C'est la peine infligée à Potinaiki Malardé. C'est un sujet extrêmement sensible. L'euthanasie ou le suicide assisté seront-ils légalisés en France? Emmanuel Macron a déclaré vouloir proposer un projet de loi avant le mois de septembre prochain. Une loi qui pourrait s'appliquer en Polynésie. Les détails avec Ismaël Tahiata et Marcel Bono. Il ne souffre plus et surtout il est endormi profondément. Quand un patient en fin de vie n'a pas droit à l'euthanasie, la sédation profonde est son dernier recours. C'est un outil qui permet, au cas où, et que si vraiment quelqu'un souffre et qu'il n'y a pas d'autre issue, bien sûr, de l'aider, c'est clair. Bien sûr, on est pour. Dès lors on a été confronté à de telles souffrances, on ne peut être que pour, sinon on est complètement inhumain à ce moment-là. D'un point de vue théologique, la vie appartient à Dieu et non à l'homme. L'Église catholique est opposée au fait de donner la mort. Et les soins palliatifs, c'est pas seulement donner quelque chose pour que la personne ne souffre pas. C'est véritablement pour l'aider à garder sa dignité de personne. Donc le souci, il est là. Je veux dire, c'est un échec, mais pas un échec pour la personne, un échec pour la communauté humaine. Que quelqu'un vienne dire finalement, je ne trouve rien, je ne trouve personne, je ne trouve pas une communauté pour m'accompagner dans cette étape de ma vie qui est la maladie et qui est la souffrance. Quand le patient souffre, la famille et ses proches souffrent aussi. Difficile pour eux de se résigner à le laisser partir pour autant. Honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre là tout de suite, mais de les accompagner un maximum, de les réconforter, de les accompagner avec amour, enfin que toute leur famille soit autour d'eux, quoi. Je ne peux pas choisir pour lui, mais s'il fallait le faire, moi je pense que si c'est un choix de la personne, moi je serais pour. Parce que franchement, de rester avec une personne de longues années s'il peut, ou bien parfois c'est interminable, quoi. Le suicide assisté peut être une loi pour bientôt. Si elle s'applique en France, elle le sera de facto en Polynésie. Le ministre Jacques Raynal rappelle lui de son côté que plusieurs lois ont déjà été votées en France pour apaiser le débat. Quand le bâtiment va, tout va. L'adage qui date du 19e siècle prend tout son sens. Encore en 2023, plus de 5600 salariés œuvrent dans le secteur, un chiffre jamais atteint depuis la crise de 2009. Mais rien n'est gagné pour ce secteur d'activité cyclique par excellence et donc extrêmement perméable aux événements extérieurs comme l'inflation ou encore le manque de main-d'œuvre. Les explications de Nicolas Suire et Patita Savea. C'est le secteur le plus dynamique en 2022. Le BTP enregistre 6% d'augmentation du nombre de salariés, atteignant un chiffre de plus de 5600, dont près de la moitié à temps partiel. Par exemple, sur ce chantier, 3 employés bénéficient d'un CDI depuis moins d'un an. 2022 a été une année où les carnets de commandes se sont remplis et pour 2023, c'est pareil. J'avais vécu des mauvaises années précédemment avec un plan social, également un CSE, c'est-à-dire un contrat de soutien à l'emploi justement pour maintenir les salariés dans l'entreprise. Et là, on a basculé dans autre chose depuis 2022, on a basculé vers des embauches, ce qui est beaucoup plus agréable pour un entrepreneur. Olivier a embauché 17 personnes, dont 12 en CDI. Les bénéficiaires en sont évidemment très heureux. Ce n'était pas le métier que j'ai choisi, mais comme il y avait une porte ouverte, je fonçais sans réfléchir. Et aujourd'hui, ça te plaît? Oui, carrément. Je suis heureux, quoi. Parce que 4 années galéré et là... Enfin, les efforts ont porté leurs fruits, quoi. Voilà.
D'après le syndicat des entreprises du bâtiment, toutes les sociétés, grandes ou petites, connaissent une période de plein emploi. Il manque même de la main-d'œuvre, ce qui engendre des retards dans les délais de livraison des bâtiments. Mais combien de temps durera cette situation ? L'inflation sur le coût des matériaux qui dégrade la rentabilité convenable des entreprises. Et autre chose aussi, autre contrainte, c'est l'accès aux emprunts des acheteurs. C'est-à-dire qu'on a un durcissement des conditions d'accès aux emprunts et l'augmentation des taux d'intérêt. Si ces deux contraintes se dégradent plus encore, le syndicat craint que sans dispositif d'aide à l'investissement des ménages, elles n'entraînent un déficit d'achat de biens et ne deviennent un frein à la construction. Les professionnels s'inquiètent aussi du manque de main-d'œuvre, particulièrement d'électriciens, de plombiers et de carreleurs. Et lui souhaite voir ses 26 propositions concrétisées par le futur gouvernement en place. Lui, c'est le MEDEF qui propose par exemple d'instaurer une prime à l'embauche prise en charge par le pays, d'élargir l'amplitude horaire des transports en commun, de rendre la contribution pour la solidarité déductible ou encore de taxer au taux de TVA à 16% les achats sur Internet. Ce sont quelques-unes des doléances formulées dans un livre blanc qui sera transmis aux 7 partis politiques en lice. On écoute Frédéric Doc. Je prends l'exemple de l'insertion professionnelle, de l'insertion par l'activité, des nombreuses personnes aujourd'hui qui sont trop éloignées du travail. C'est des choses qui ont été déjà lancées, mais on propose là aussi d'aller plus vite et plus loin. On va soumettre, faire réagir les candidats et s'assurer que si c'est le gouvernement qui effectivement prolonge, c'est-à-dire maintient les actions qu'il a lancées, et si c'est d'autres candidats, être certain qu'ils ne les abandonnent pas, en tout cas qu'ils en tiennent compte pour que ce travail formidable qui a été réalisé par le MEDEF puisse être utilisé et profiter à l'ensemble du monde économique, aux entreprises et bien sûr à la création d'emplois. Ce recueil se décline en 4 thèmes que sont le social, l'économie, la fiscalité et l'environnement. Nous poursuivons notre journal avec notre rubrique consacrée aux élections territoriales. Il reste 13 jours avant le scrutin du premier tour. Les candidats se sont succédés sur nos différents plateaux pour défendre leurs projets pour la Polynésie de demain. Ce soir, focus sur les éditorialistes de la presse écrite. Ils sont journalistes avec des dizaines d'années d'expérience. Quel regard portent-ils sur cette campagne? Élément de réponse avec Kaline Liénard et Patrick Sing Sing. Une campagne électorale semblable à un jeu de cartes où les petits partis se confrontent aux mastodontes de la politique. Alors chacun use de ses atouts, certains misent sur l'expérience de leurs candidats et d'autres sur la jeunesse. C'est pour ça que c'est une foire d'empoigne. Je trouve que les programmes politiques ne sont pas vraiment clairs, distincts. Et aujourd'hui, on s'en remet moins à un mets-toi comme avant. Et je pense que la population attend d'avoir des vraies valeurs qui se dégagent des différents partis politiques. Et même avec l'émergence de nouveaux partis, le clivage autonomie-indépendance reste bien ancré, avec comme conséquence sur la campagne un discours focalisé sur les institutions du pays et son statut. Pour le rédacteur en chef de La Dépêche, ces questions occultent l'essentiel et sont surtout l'objet d'un référendum, pas d'une élection des représentants à l'Assemblée. Comment on fait pour le gamin qui a 1 an pour l'école et le malade qui est aux marquises pour la santé? Et ça, c'est des vraies questions qu'il faut que le politique y réponde. La CPS, comment on doit la gérer? L'hôpital, qui est un monstre aujourd'hui. Avec l'argent de la France, on n'y arrive pas. Demain, indépendant, comment on pourrait le faire? Et ça, je pense que, d'ailleurs, tout politique, que ce soit de ce bord-là ou de l'autre bord, de rouge ou du bleu, doit y répondre. Pour l'heure, le scénario le plus probable pour cette élection est celui d'un second tour. Confirmation le 16 avril prochain. Et nous accueillons à présent notre premier invité, René Temeharo Yorana. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Merci de l'invitation. Alors pensez-vous, vous aussi, que cette élection est une sorte de référendum pour ou contre l'indépendance ou l'autonomie? Je pense qu'il ne faut pas se laisser encore une fois de plus se faire berner par le temps unilatéral.
Oscar l'a dit ouvertement que cette élection servirait donc de plateforme, si vous voulez, pour l'indépendance. Et donc pour cela, et d'ailleurs c'est le socle même du Tavanini Brazil, l'indépendance, il ne faut pas se voiler. Et pour nous, il s'agit là donc d'une situation qui doit être reprise en main par les autonomistes. Comme vous le savez, aujourd'hui, ce n'est pas la France qui décide donc de sa gouvernance, c'est nous les Polynésiens qui sommes à la tête de ce pays, qui mettons en place des outils justement pour répondre aux attentes donc des Polynésiens avant tout. Et à chaque fois, tous les ans, nous allons à l'ONU, nous leur faisons comprendre que ce sont des Polynésiens qui dirigent donc ce pays. Donc ça va de soi que l'indépendance n'est pas une priorité pour nous. Il s'agit là donc de trouver des solutions, bien évidemment, faites. Et donc notre programme le décrit très bien. Regardez depuis 2018 à nos jours, qu'est-ce que nous avons fait? Je pense que, humblement, notre programme a été réalisé pratiquement à 100%. Et donc la confiance sereine, et d'ailleurs, lorsqu'on regarde le secteur BTP, c'est un bel exemple. C'est que la confiance sereine au niveau de nos investisseurs, nous sommes là, bien présents, omniprésents, donnant un pouvoir d'achat, bien évidemment, un accompagnement, comme vous pouvez le savoir. Si le Tapura Wiratira n'est pas resté sans veine, parce que après la Covid, rappelez-vous, si on n'était pas bon, ça aurait été la cata aujourd'hui. On a bien relevé le défi. Aujourd'hui, nous avons 71 000 personnes qui sont inscrites à un emploi au niveau de la CPS. Donc là, c'est quoi? C'est une réalité, malheureusement. Pour ceux qui veulent dire le contraire, malheureusement pour eux, c'est une réalité. C'est donc votre bilan, très rapidement. Si demain le Tavanini gagne, cela veut dire que les Polynésiens auront choisi l'indépendance plutôt que l'autonomie? Mais en tout cas, nous, on ne veut pas s'amuser. L'avenir de nos enfants sont tellement importants que nous ne voulons pas donc, de cette indépendance, car nous le sommes conscients. Regardons autour dans le Pacifique. Ces pays qui ont fait 40 ans d'indépendance, où sont-ils aujourd'hui? Quel avenir donnons à leurs enfants aujourd'hui? Regardons la Nouvelle-Calédonie avec un président qui est issu donc, de l'indépendantiste FLNKS. Ils sont pas capables de voter leur budget. Et ils ont le nickel. Nous, on n'a que le tourisme. Ils ne sont pas capables. Vous imaginez l'indépendance sans la France? Nous disons simplement la France est un vrai partenaire. Lorsque je regarde dans mon domaine au niveau donc, de l'investissement, aujourd'hui, ils me font un chèque en blanc. Je réalise des infrastructures routières, maritimes, aérodromes et tout ça avec les maires des différentes îles, des communes. La France, avec le représentant de l'État ici, ne me demande pas si tu peux pas faire. On le fait pour l'intérêt général. Bien sûr, à la fin de l'année, nous rendons compte donc à l'État de ce que nous mettons dans nos projets. Parce que 70% de mes investissements au niveau donc, de l'équipement, c'est la France qui paie. Ce n'est pas nous, les Polynésiens. C'est bien la France. Et vous êtes satisfait de ça? Ben écoutez, à côté de ceux qui sont indépendants aujourd'hui, lorsqu'on regarde Vanuatu, par exemple, aujourd'hui, qui est un pays indépendant, waouh! Et quelle est-il aujourd'hui la situation? L'aéroport international, c'est d'autres pays qui dirigent. Le port, c'est d'autres pays. C'est ça l'indépendance? Être un mendiant au sein de l'ONU? Nous ne voulons pas. La dignité, c'est de travailler intelligemment avec les outils que nous disposons au sein d'un gouvernement, au sein de la République française, en bonne intelligence, en bon père de famille. C'est ça que nous voulons pour cette gouvernance pour les 5 ans à venir. Merci beaucoup René Temiharo. Vous avez malheureusement épuisé votre temps, mais vous aurez l'occasion de défendre votre programme dans d'autres émissions. Et c'est une véritable course contre la montre. La mise sous pli des documents électoraux a démarré. Les premiers largages sont prévus dès cette semaine. Vous le savez, la propagande électorale est encadrée par la loi. Chaque citoyen doit la recevoir pour se forger une conviction. Des vacataires sélectionnés par le CEFI relèvent le défi pour le Haut Commissariat. Stéphane Ratino, Laura Chintu. La démocratie ne doit pas faire un pli, mais des dizaines de milliers d'enveloppes. Ces petites mains sont le cœur d'un contre-la-montre civique, littérature politique des candidats pour éclairer des consciences des électeurs. 185 personnes participent à cette mission pendant 3 jours. L'enveloppe est payée 23 francs à chaque brigade de 7. C'est le CEFI qui recrute effectivement les vacataires sur la base d'un profil que nous on a établi, des demandeurs d'emploi qui ont au minimum le DNB et qui sont toujours en recherche d'emploi. C'est juste en provisoire pour le moment, voilà. Mettons quand je travaille en extra
au galistron, autant serveuse, voilà, en extra pour le moment. Donc du coup, j'attends qu'on m'appelle. Autour de la table, certains se connaissent, d'autres pas. Pour donner du rythme et s'offrir de la productivité, il faut s'apprivoiser, gagner en autonomie, tout l'art du travail à la chaîne. Dans cette ruche du gymnase d'Arouet, on en voit de toutes les couleurs. C'est normal, il y a beaucoup de travail et beaucoup de candidats. Imaginez un peu le chiffre, 2 700 000 documents envoyés par la poste, mis dans ces enveloppes, plus de 200 000 avec déjà le nom du destinataire. Bref, pour arriver à tenir cet objectif, il faut du rythme, il y a la musique, mais aussi de la méthode. Ici, c'est Anne qui donne le la. Le chef d'orchestre de la table, c'est elle, le Mozart du petit papier bien ordonné. Les amis apprécient. Anne, Tatiane. C'est le manager Anne. Exactement. Donc c'est elle qui nous donne des consignes en fait comment mettre la mise en place des enveloppes. Parce qu'il faut en fait bien mettre toutes ces affiches-là à l'intérieur de l'enveloppe pour qu'il ne manque pas. Et là, c'est un chemin de ronde. L'organisation du travail est une affaire de convention partagée et de vélocité en collectivité. On travaille à la chaîne. La chaîne commence là et c'est moi qui mets dans l'enveloppe et jusque dans le sac. Et voilà. Vous avez compté combien d'enveloppes vous avez fait là à cette heure-ci? Je ne sais pas vraiment combien on en a fait, mais à chaque fois qu'on emmène un carton, il y a au moins 500 enveloppes à l'intérieur. Avec ses vacataires, l'État fait bien les choses. L'OPT envoie chaque jour les enveloppes refermées. La mise en pli ne coupe pas les cheveux en quatre, directe et efficace. Et parmi ces programmes, ceux de Heyura Liver, Mutire Huara, Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Avec vous, nous allons évoquer les projets de développement pour les Tuamotu de l'Est. Vous êtes tête de liste de la section des Tuamotu de l'Ouest et de l'Est et prestataire touristique à Rangiroa. Mais d'abord, un mot de politique. Pensez-vous, vous aussi, que cette élection est une sorte de référendum pour ou contre l'indépendance ou l'autonomie? Non, c'est une élection normale. Si les indépendantistes ils veulent faire un référendum, qui leur demande. Mais là, c'est une élection normale. Mais comme les éditorialistes de la presse écrite le mentionnaient dans notre reportage, il y a encore ce clivage indépendance-autonomie aujourd'hui. Est-ce que vous le ressentez également? Non, pas forcément. C'est juste que on sent qu'ils sont là, en fait. C'est juste ça. Vous sentez qu'il y a encore oui, ce il y a de poids la tension. politique? Bien sûr, il y a de la tension. Mais en soi, les élections le 16 avril et le 30 avril, c'est normal. C'est une élection territoriale. C'est ça. Et comment se faire une place justement dans le paysage politique polynésien quand on est un petit parti comme Heyura Liver? Tu essaies de te faire... Tu te démarques. Je pense que... Moi, j'essaie forcément de rester moi-même parce que je ne pourrais pas entrer dans une cour qui n'est pas la mienne. Je regardais... pas plus tard qu'il y a quelques minutes, des vidéos où Nicole Sanker prend la parole. Je me dis, mais waouh, ça se voit que ça fait longtemps. Elle a l'habitude, elle a la prestance. Et moi, et vous vous démarquez comment? Juste en restant naturel et en étant moi-même. Je pense que c'est ce qui peut marcher à mon échelle, oui, bien sûr. Donc, concernant le changement climatique qui entraîne une montée du niveau de la mer entre 5 et 11 mm selon les régions du Pacifique, avez-vous réfléchi à une solution pour ces possibles futurs réfugiés climatiques? Alors, on sait que les futurs réfugiés politiques et de la République en soi, ça sera les gens des Tuamotu, ça sera chez moi, parce qu'en fait, on est des atolls. Je pense qu'il faut aller d'étape en étape. Premièrement, il faut que nous vivons avec ça. Il faut qu'on se mette dans la tête que ça va arriver. C'est une réalité. C'est une réalité. On n'est pas en train de nous mentir et qu'il faut qu'on cherche des solutions pour justement s'en sortir. Et quelle serait une des solutions proposées par Heyura Liver, par exemple? Solution proposée par Heyura Liver, ça serait de changer d'archipel. C'est-à-dire que ces habitants migreront dans d'autres archipels? On n'aura pas le choix. Et à Tahiti? Pas à Tahiti, je pense qu'il y aura trop de gens. Je pense que ça sera plus aux Marquises, oui. Et est-ce que vous avez réfléchi à quel moment ce processus de migration pourrait s'entamer?
Pas d'ici les 5 prochaines années, je pense. Et est-ce que vous sentez qu'il y a une réelle prise de conscience à Rongirois, au Tuamotu, vous qui vivez? Non, il n'y a pas de prise de conscience parce que les gens, et pas qu'au Tuamotu, en Polynésie entière, ils vivent le jour. Du coup, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe et de ce qui va arriver. En fait, on se rend tous compte que, ah oui, l'eau, elle n'était pas là, mais là, ça a augmenté, mais en soi, on ne fait rien et on se dit, oh, bof, c'était... Et donc, Heyoura, les Verts élus demain, quelle serait sa priorité? La priorité, c'est plutôt par rapport à la transition écologique. Le fait d'investir dans les énergies renouvelables pour ensuite que nous ayons les moyens de voir où on pourrait mettre la population. Et cela répond à l'urgence, selon vous? Bien sûr. Très rapidement sur les habitants des Tuamotu qui vivent essentiellement de copra et de pêche. Qu'est-ce que Heyoura les Verts et du tourisme? Et qu'est-ce que Heyoura les Verts peut proposer à ces personnes? En fait, par rapport au tourisme, sachant que c'est la première économie des Tuamotu, on proposerait tout ce qui est... En fait, on ne veut plus de tourisme de masse. Tourisme de masse, de gros hôtels, parce que ça sert strictement à rien et que on n'a pas forcément... les locaux ne sont pas forcément formés pour travailler à l'intérieur, mais plus des petites activités. Privilégier les petites structures. Donc. Merci beaucoup, Motiri Houara, d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, et dans votre émission, l'invité café, Hinamwe Urakros, 4e de liste dans la section 2 pour le Tavini Huiratira, a détaillé le programme de son parti. Pour elle, leur combat est de bâtir une Polynésie qui tend à la souveraineté et donc à l'indépendance. On l'écoute. Le programme qu'on a prévu avec le Tavini, c'est bâtir une Polynésie ensemble qui va tendre à la souveraineté. Mais la souveraineté, ce n'est pas mauvais pour nous. La souveraineté, c'est gouverner pour les Polynésiens et pas forcément en fonction de l'État, parce qu'aujourd'hui, l'État nous impose ses choix. Aujourd'hui, le Polynésien ne peut plus acheter. On a des gens qui arrivent de l'étranger, même si c'est des métropolitains, pour moi, ça reste des gens qui ne sont pas nés ici, qui achètent comme ça à tout va. Et aujourd'hui, le Polynésien devient un peu étranger chez lui. On est comme des touristes. Et c'est tout ça qui m'a poussé à m'engager, avec aussi le fait qu'on a eu un gouvernement, le gouvernement Tapura. Eux aussi m'ont motivé à me lever quand j'ai vu tout ce qu'ils ont fait. Pour moi, ces métropolitains qui arrivent en masse, ils ne se sont pas dit « je vais aller m'installer à Tahiti ». Il y a eu aussi une volonté du gouvernement qui leur a déroulé le tapis rouge. Et demain, de nouveaux candidats se succéderont dans votre matinale radio. Tati Salmon pour Heyoura les Verts, Teave Chomette et Julien Tuarihi Unoa pour Aherea Porinitia. Et enfin, Atonia Ter Inohor Ei représentera le Amuiteira Otenuna Maohi. Et c'est ainsi que se referme cette rubrique. C'est aussi un sujet de campagne. Comment améliorer la santé des Polynésiens quand 70% des adultes sont en surpoids? Un mauvais état de santé mis en exergue par la crise sanitaire de 2020. L'alimentation en est la principale raison. Elle devient alors une priorité du pays, dixit la présidence. Le plan de transition alimentaire décennale doit pouvoir rétablir la santé des habitants, car le bilan de ces dernières années n'est pas très bon. Philippe Courreau l'a dit à Patrick Sing Sing. En tout cas, le premier enjeu, c'est un enjeu de santé publique. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est les problèmes de surpoids, d'obésité, de maladies non transmissibles qui sont quand même directement liés à l'alimentation. Donc ce sont des enjeux qui, d'une part, impactent la santé et le bien-être des populations, qui impactent les finances publiques très lourdement. Deuxième enjeu, c'est un enjeu de sécurité alimentaire. On est au milieu du Pacifique. Et on a bien vu que la crise Covid nous a fait simplement toucher du doigt ce qui pouvait arriver peut-être de bien pire les années qui viennent. Et donc il y a un vrai objectif d'autonomie alimentaire, d'une meilleure autonomie alimentaire de la Polynésie, d'autant plus qu'on a des produits de grande qualité sanitaire, de grande qualité nutritionnelle, sur lesquels on peut développer notre économie de l'alimentation. Et sachez que ce plan n'est pour l'heure qu'un avant-projet.
Escale dans l'Hexagone pour découvrir l'histoire fabuleuse de Charles Steinmiller. Il a 29 ans et il s'est lancé dans une aventure extraordinaire. Prendre un congé de 4 mois avec son entreprise pour parcourir la route de la soie à vélo, 16 000 km grâce auquel il a récolté plus d'1 300 000 francs pacifiques via les réseaux sociaux pour sauver la barrière de corail en Polynésie. Un retour sur son aventure avec Leila Zelouma et Mourad Bouritima. Un enthousiasme à toute épreuve, et pour cause. Cela fait plusieurs semaines que ce jeune sportif amateur pédale à travers le monde. Son objectif ? Récolter des fonds pour la préservation des récifs coralliens de Polynésie. 16 000 km parcourus à vélo et 21 pays traversés, de Cherbourg à la baie d'Along au Vietnam, en passant par l'Iran. Il a voulu relier symboliquement les océans, afin de sensibiliser à la sauvegarde des fonds marins. Ce qui me plaisait en servant cette cause, c'était de montrer l'aspect positif de la démarche de ces personnes qui travaillent à Tahiti, notamment à la préservation des barrières de corail. Montrer que oui, il y a des enjeux, mais il n'y a pas besoin de l'approcher de manière négative ou pessimiste. Mon objectif, c'était de mettre un peu la lumière sur le travail et les encourager à continuer. L'environnement, Charles y a été confronté dès son plus jeune âge. Né dans la région d'Annecy, ce fils d'officier de la marine française a passé une partie de son enfance à Tahiti. C'est pourquoi, aujourd'hui, il conserve toujours ce lien avec l'archipel. Grâce à son aventure, Charles a récolté 11 000 €. Une somme qui va servir à l'association polynésienne Coral Gardeners. Leur projet, planter des coraux et restaurer le récif corallien. J'espère humblement que ça donnera envie à certains de se lancer et je vais montrer que c'est possible de garder un travail, de continuer dans sa carrière et de partir à l'aventure dans des trucs qui n'ont complètement rien à voir de temps en temps pour servir une cause qui sert le plus grand nombre. C'est auprès de ses amis et de sa famille que Charles a trouvé ses plus grands soutiens. Une force qui lui a permis de pédaler 200 km par jour, malgré les difficultés. Le manque d'eau, la chaleur intense ou l'instabilité politique de certaines destinations ne l'ont pas fait rétro-pédaler, bien au contraire. Ils sont plus de 1000 abonnés à avoir suivi son aventure sur les réseaux sociaux. Des interactions nécessaires lorsque l'on est seul. Si j'avais pas eu ce soutien au quotidien, des potes qui m'écrivent pour m'encourager quand je fais des grosses sorties de vélo. Je pense que ça, je te l'ai répété 100 fois. Ça fait du bien au moral. En fait. Un exploit qui suscite l'admiration de son entourage. J'ai pas roulé. Non. Je me sentais un peu obligé de l'encourager parce que pour moi, c'est fou en fait ce qu'il a fait. C'était mon moyen de participer un peu à ma façon, quoi. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Charles. Pour moi, c'est quand même un sacré exemple, un modèle parmi mes frères et sœurs. Fort de son expérience, Charles regarde désormais l'avenir avec confiance. Il souhaite poursuivre l'aventure, sa prochaine traversée, les États-Unis à vélo. Toujours avec pour ambition de préserver sa planète. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale de ce lundi. Le secteur du bâtiment atteint un record du nombre de salariés, plus de 5 600 employés, un niveau jamais atteint depuis la crise de 2009. Mais les professionnels précisent, la situation n'est pas si rose pour le secteur à cause de l'inflation sur les matériaux de construction et les difficultés d'approvisionnement. Tahiti Info fait sa une demain sur le livre blanc du MEDEF avec ce titre « Le MEDEF s'invite dans la campagne ». Merci de votre fidélité, je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.